Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Architech, grand malade mental de la crypto. Pas de spéculation, on est là pour la tech. Merci Architech d'être avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Comment vas-tu ? Eh ben, enchanté Thibaut, merci beaucoup de m'accueillir sur cette émission aujourd'hui. Je t'avoue que je suis très heureux de la faire avec toi. Je suis très hype, j'ai hâte que tu me poses toutes les questions que tu veux. Je t'avoue que j'étais un peu stressé, mais on est bon là, ça y est, tout ça c'est passé maintenant. C'est un plaisir partagé, j'ai hâte de poser plein de questions. Et comme d'habitude, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ton parcours et pourquoi tu as un tel engouement au niveau de la tech et de la crypto, s'il te plaît ? Ouais, alors ça c'est une question qui est... on a du temps de toute façon, mais je vais commencer par la base. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu, je pense que je suis pas arrivé dans les cryptos comme tout le monde. C'est pas Bitcoin qui m'a fait arriver dans les cryptos. Moi, je suis un jeune de l'écosystème. Je suis un petit nouveau, un bleu, je dirais. Je suis arrivé en mars 2021. Donc, ça fait 1 an et demi, un peu plus maintenant. Et en fait, comment je suis arrivé dedans, c'est assez particulier. Je voulais me procurer du CBD en ligne. Sauf que je ne voulais pas, enfin, je l'avais déjà fait plusieurs fois avec mon compte bancaire. Et je me suis dit, mais putain, en fait, je continuais de le faire. Et là, j'arrive sur ce site-là, je crois que c'était Amnesia, je sais plus exactement. Enfin, j'arrive sur le site et je vois qu'il était possible de payer en Bitcana. Donc, sur le moment, ça m'intrigue. Je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, je me renseigne un petit peu. Et je vois la notion, au début, j'étais pas sur le pseudonymat, mais j'étais vraiment sur l'anonymat. Je me suis dit, ok, si je paye avec ça, personne ne peut savoir que c'est moi, machin. Donc, j'essaye. D'abord, j'essaye tranquillement, je fais ma première transaction, je vois que ça marche. Je suis OK, donc ça veut dire que là, je viens de faire une transaction typiquement et personne ne peut savoir que c'est moi. C'est ouf, c'est absolument ouf. Et donc, je commence un petit peu à chercher par-ci, par-là, à droite, à gauche, machin. Et puis au final, je finis par voir que Bitcana va faire une transition sur Cosmos. Et c'est vraiment l'élément déclencheur. C'est que comme il devait faire une transition sur Cosmos et que je devais swapper mes tokens, à cette époque-là, tu sais, j'ai commencé à stresser. Je fais, oh là là, je vais perdre mon argent, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je télécharge un autre wallet, il faut que j'aille sur un protocole en ligne, je comprends rien et tout. Et au final, bah, j'ai commencé à regarder Cosmos. Et c'est là où, en fait, bah, tu vois, tu plonges peut-être la première dans le rabbit hole et puis on se retrouve aujourd'hui à parler ensemble, quoi. Mais après, voilà, pour mon terme de personnel, je suis issu un truc très classique, hein, un bac spé maths. J'ai fait 2 ans d'IUT informatique et j'ai passé mon diplôme avec 2 mois en avance. Et puis j'ai jamais continué les études parce que je me sentais pas à ma place spécialement dans la société à ce moment-là. Donc j'ai arrêté mes études, j'ai fait un gros voyage en Australie pendant 1 an. Je suis revenu en France, j'ai travaillé pendant 2 ans en usine jusqu'à péter un câble et je me suis un petit peu rapproché du secteur financier, quoi. En très gros, c'est ça, ouais. Ouais, bah, déjà, il y a pas mal de petits éléments. Déjà, le fait que ce soit, le CBD qui t'ait finalement mis le pied à l'étrier, c'est assez marrant. Je découvre des leviers. Il y en a pour qui c'est des séries, c'est fou, c'est des séries Netflix qui les font découvrir la crypto. Il y en a d'autres, bah, là, tu te dis: «C'est le CBD», c'est assez hallucinant et voyage en Australie, d'accord et puis, toutes les expériences, et tu as mis les pieds grâce là, maintenant, tu es très sur Cosmos, avec un bagage tech en études. OK, c'est assez logique en soi. Et Cosmos, c'est, quelque chose sur lequel tu t'es spécialisé du coup? Ou est-ce que c'est vraiment juste l'ouverture, la porte qui s'est ouverte sur Cosmos et ensuite tu as creusé vraiment sur plein d'autres sujets? Alors, je pense que déjà le mot spécialisé est peut-être, est encore, un petit peu, enfin c'est trop encore. Je veux pas dire que je suis spécialiste de quoi que ce soit. Justement, en fait, je me conforte dans l'idée que je suis, ce que j'appelle un cuck. C'est vraiment je connais rien. C'est le fameux, je ne connais enfin je sais que je ne sais rien. Non, Cosmos, c'est pas, en fait, j'arrive pas à être maxi d'un truc. Mmh. Tu sais, j'ai envie de juste d'explorer à peu près tout ce qui passe. Donc ouais, ça a plutôt été une porte d'entrée vraiment Cosmos. C'est me faire comprendre qu'il existe en fait cette finance alternative où là je me suis dit mais oh, ok, ça devient vraiment intéressant
Et je pourrais, plus tard, si on a l'occasion de refaire des podcasts, je pourrais t'expliquer d'où ça part, tout ça. Mais j'avais besoin de ça. Mais vraiment, j'avais besoin de ça dans ma vie pour comprendre que l'argent n'était pas quelque chose de maléfique. Et en fait, ça a été toute une transition entre le Covid, le confinement, où j'avais une vision très mauvaise de l'argent, de la richesse, de la capitalisation, de tout ça. J'avais vraiment une très mauvaise vision de ça. Et en fait, ça a servi en fait à me faire transitionner cet état d'esprit vers plutôt quelque chose de plus sain, où je me disais non, mais l'argent, c'est pas nécessairement des personnes qui oppriment les autres, c'est pas nécessairement des gens qui font du malheur dans le monde, ça peut aussi être des gens qui font des choses bien. Et avoir cette finance alternative m'a permis de rentrer justement dans tout ça, en fait. Et non, je me spécialise pas dans Cosmos, je me spécialise dans tout parce que tout est intéressant dans cet écosystème et c'est incroyable. C'est en expansion constante, quoi. Mmh. Moi, je suis assez d'accord avec ton approche, je suis aussi dans cet état d'esprit-là où je suis curieux de plein de choses et malheureusement, j'ai absolument pas le temps de creuser tous les écosystèmes qui existent et ça, c'est vraiment dommage, mais bon, tant mieux, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se créent. Mais moi, je me fixe 2 ou 3 écosystèmes par an et malheureusement, j'ai pas la capacité d'en analyser plus et c'est pour ça aussi que je peux pas remettre en question, quand des gens, prônent tel écosystème, bah, je le connais pas, donc je peux pas le critiquer ni le mettre en valeur. Mhm. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, souvent, ils sont attachés à un projet et moi, j'aime bien, être attaché à un projet et mettre en avant certaines choses, mais pas, dans le sens où des fois c'est fait où tu vas forcément du coup dénigrer l'autre projet à côté ou tu vas sur un projet, tu vas critiquer, je sais pas, quand tu es, sur Elrond, tu vas critiquer Solana, quand tu es sur Solana, tu vas critiquer, je sais pas, j'en sais rien, Oui. Cardano et en fait, ces guéguerres, entre tous les écosystèmes, moi enfin ça me gave un peu, et je suis plutôt curieux de savoir pourquoi toi t'aimes Solana, pourquoi toi t'aimes Cardano, pourquoi toi t'aimes et vraiment, agréger un peu toutes ces informations-là pour me faire mon propre avis. Bon, j'ai l'impression que tu es un peu dans cette fibre-là, c'est super cool du coup. Et ton approche sur la finance qui est tout n'est pas tout blanc, tout noir et qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, j'aime bien aussi et moi j'ai découvert énormément de choses grâce à Bitcoin. C'est fou, mais au Mhm. début j'ai investi, c'était même pas sur Bitcoin, c'était sur XRP, au tout début en 2017 moi et en fait, c'était juste la porte qui m'a ouvert sur Bitcoin et sur après plein de choses, la monnaie, la finance, la même des fois la politique, enfin il y a plein de sujets en fait, philosophiquement aussi Bitcoin Ouais. et donc toi, qu'est-ce qui te fascine le plus chez Bitcoin? Est-ce que enfin j'imagine que Bitcoin tu as quand même un peu creusé parce que c'est un peu, Waouh, la c'est une pièce large maîtresse question. et toi, qu'est-ce qui te fascine le plus chez Bitcoin? C'est une très large question. Je pense que ce qui me fascine le plus, c'est son silence. C'est la manière qu'il a de tout changer. Alors que, tu sais, je l'assimile un peu à un chat dans une pièce. Genre, tu sais, il y a plein de gens dans une pièce. T'as un chat qui arrive, il fait rien de spécial, mais tout le monde l'adore. Et tout le monde, il change l'atmosphère en fait autour de lui. Et Bitcoin, je le vois comme une source d'espoir. Et c'est ça qui me rend, qui vraiment me passionne là-dedans, c'est que au-delà de l'aspect technique qui est absolument époustouflant, en fait, c'est juste, enfin, c'est exceptionnel. On pourrait en parler pendant des heures, vraiment. Euh, L'impact social, même si Aurore Laluc ne le voit pas, mais vraiment, il est juste exceptionnel. Et en fait, moi, c'est ça qui me passionne, c'est de voir que cette espèce de gros coup de talon là dans le secteur bancaire traditionnel offre une alternative à ceux qui n'en avaient pas. Et c'est ça, moi, qui me fait vibrer. C'est ça qui me fait rester tous les jours dans cet écosystème. C'est de voir que on trouve une alternative à ce qui nous oppresse. Et je trouve ça que c'est exceptionnel. Voilà. C'est ça, moi, qui vraiment me passionne le plus. Je pense que c'est l'aspect plus conséquences sociales, je dirais, autour de Bitcoin. Voilà. Ouais, moi c'est aussi alors il y a de ça effectivement, ça c'est enfin c'est indéniable tout ce que tu dis. Moi, c'est le passé, plus je regarde le passé de Bitcoin, en fait, plus je suis, subjugué, par, comment ça s'est mis en place, il y a le reportage de Rémi Forte là sur, le mystère Satoshi que j'invite vraiment toujours tout le monde à aller voir. Oui. Mais ce passé est incroyable et unique et en plus, moi je sens qu'il y a une force qui se dégage, une force tranquille où tu as l'impression que Bitcoin, il est inexpugnable. Il peut affronter, vent et marée et il en ressortira toujours plus fort. Enfin moi, c'est le sentiment que j'ai et il a beau se mettre à dos, tout un tas de gens, ultra puissants sur la planète, ben il en ressortira toujours plus puissant parce que finalement, il y a une base solide qui est là en termes de tech et en termes de communauté qui grossit finalement au fur et à mesure et Mhm. qui fait que, bah, ça embarque, un peu tout le monde, en même temps avec donc
Donc ouais, c'est cool. Bah, c'est cool d'échanger sur Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes? Parce que forcément, tu as pas pu creuser non plus tous les écosystèmes comme moi, mais est-ce qu'il y en a quelques-uns qui te plaisent plus que d'autres ou même pas forcément un écosystème, mais une technologie plus qu'une autre ou un aspect du marché qui te plaît plus qu'une autre? Ouais, en ce moment, alors, en fait, je vais répondre à 2 questions, que tu as posées. En fait, tu m'avais parlé du fait que, on n'avait pas le temps spécialement de se spécialiser sur, enfin, toi, tu regardais 2-3 écosystèmes par an. Tu avais pas le temps de regarder, une dizaine ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais et je pense que enfin, en tout cas, c'est ce que je conseille aux personnes avec qui je parle, c'est de regarder, s'il y a un écosystème qui a été créé, c'est pour résoudre des problèmes techniques ou c'est pour résoudre, des limitations techniques et je pense que c'est plus intéressant de connaître ces limitations techniques, parce que chaque écosystème qui va se créer à droite, à gauche pour faire concurrence, va essayer de régler le même problème. Je vais te donner un exemple, tout ce qui va être data availability, l'user experience, tout ce qui va être la gestion de la production des blocs, la gestion de l'économie interne avec tous les acteurs. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut comprendre sur un écosystème. Et quand tu vas voir les autres, bah, en fait, le branding change, mais la technique est toujours, en fait, va être faite pour essayer de résoudre ce problème-là. Et moi, c'est ça, en fait, que je creuse vraiment deep. J'essaie de creuser ça en profondeur. Par contre, oui, il y a forcément des écosystèmes que j'ai un peu plus creusés. Moi, là, en ce moment, c'est beaucoup Ethereum. Je suis en train de détruire tout le stack technique d'Ethereum. J'essaie de tout comprendre. Mais bon, après, il y a Celestia qui arrive avec la data availability et ça, c'est pareil, c'est excellent. Il y a la MEV qui m'intéresse énormément en ce moment. Sur le marché, là, je vois un gros narratif, la nouvelle ressource du 21e siècle, c'est l'espace de blocs, clairement. Et moi, c'est ça qui est en ce moment, je me renseigne beaucoup là-dessus, sur la MEV, la gestion de l'espace de blocs, toute cette économie qui va se faire autour de ça. Et je pense que ça va être un des leviers majeurs des revenus des écosystèmes dans les prochaines années, ouais. C'est super intéressant ce que tu dis à propos de l'espace de bloc. Tu peux en dire plus là-dessus? En quoi tu considères que ça, c'est une des priorités et ça va vraiment être, quelque chose de fou dans les mois, voire années à venir? Alors pour une raison simple, regarde, quand, Ethereum est congestionné, qu'est-ce qui se passe? Globalement, c'est que des personnes, sont en compétition pour que leurs transactions soient incluses en premier dans le bloc. Mmh mh. Elles veulent de l'espace de bloc. Elles veulent tout Ouais. simplement en fait que leurs transactions soient incluses avant les autres. Et en fait, en tant qu'écosystème, la gestion de l'espace de bloc est mais juste un débat primordial. Tu parlais de l'histoire de Bitcoin tout à l'heure. Le gros débat de la taille des blocs, bah, en fait, c'est parce que il y a beaucoup d'impact en fait. Quand tu modifies la taille des blocs pour une certaine raison, bah, ça va enlever un petit peu enfin, ça va centraliser un petit peu ton écosystème parce que tu vas avoir plus de besoins en hardware. Après, il y a d'autres écosystèmes comme Cas, je pense en ce moment, qui ont plutôt que d'avoir une blockchain, ils ont adopté ce qu'on appelle un block DAG. C'est-à-dire que tu peux en fait produire des blocs même en parallèle, il n'y a pas de uncle block comme sur Bitcoin. C'est-à-dire que même s'il y a des blocs qui sont minés en parallèle, bah, ils seront aussi finalisés à la fin. Enfin, il y a plein d'écosystèmes en fait qui cherchent des solutions pour optimiser l'espace de blocs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y en ait le moins de gaspillé. Mmh. Et là, Ouais. on le voit aussi sur Cosmos. Cosmos 2.0, ils voulaient créer donc un, un marché ouvert de l'espace de blocs parce qu'au final, quand tu regardes sur Ethereum, depuis 2020, toute la MEV qui a été extraite, ça monte à 6,5 millions de dollars, mais c'est que tout ce qui est arbitrage, liquidation, enfin, et liquidation. Tout Ouais. ce qui est sandwich attack, front running et tout ça, c'est entre guillemets un peu moins facile à tracer. Et donc on l'a pas, mais c'est probablement une des plus grosses sources de revenus aussi. Et en fait, on se dit juste que bah, si on l'exploite pas, soit on l'annihile totalement, on la supprime, mais c'est dommage parce que c'est un canal de revenus qui pourrait être intéressant à partager avec la communauté. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment sur Cosmos, Oui. sur Ethereum. Il y a beaucoup de recherches qui sont mises là-dedans. Et donc, moi, ce que je me dis pour répondre à la question finalement, c'est que s'il y a des équipes techniques qui mettent de l'effectif, qui mettent des heures et donc forcément de l'argent sur ces recherches-là, c'est que c'est forcément un secteur qui est de plus en plus important. Et au final, quand on se rend compte que une blockchain sert à stocker des transactions, bah, ça devient évident que ce qui transporte les transactions doit être optimisé le plus possible. C'est comme le transport de marchandises en fait. Et c'est pour ça en fait que je me dis ça. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais Ouais, ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, les MEV. Alors, on va peut-être, expliquer rapidement ce que c'est à l'audience qui est pas forcément familière avec ça, mais je rebondis sur ce que tu disais sur Cosmos. Effectivement, je suis en plein dedans parce que ah j'écris mon tome là sur Cosmos, donc je suis vraiment dedans et ils yes, veulent effectivement récupérer cette valeur-là,
produites par la MEV pour financer, si je dis pas de bêtises, je suis encore en plein dedans, mais pour financer une partie de la trésorerie et pour financer des projets pour faire développer l'écosystème. Donc en fait, ils veulent exploiter cette valeur ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et alors toi, comment tu expliquerais de façon assez simple la MEV pour ceux qui nous écoutent? La MEV, alors je vais reprendre un peu la définition que donne Abdelhamid. En fait, la MEV, ça s'appelle donc Maximum Extractable Value, la valeur extraite maximale. En fait, c'est toute la valeur que peut dégager un validateur ou un mineur, en fonction du protocole de consensus, des blocs, au-dessus des récompenses de blocs et des frais de transaction. C'est-à-dire que un mineur ou un validateur, quand il publie son bloc, il récupère je sais plus comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, mais il récupère donc les blocs reward, les Ouais. récompenses de blocs, plus les frais des transactions associés. Une partie est brûlée sur Ethereum, mais globalement, c'est ça. Et ben, la MEV, c'est qu'en fait, un validateur a le pouvoir, en théorie, ça a été changé, mais pour simplifier, il a la possibilité d'organiser les transactions dans les blocs. Et en organisant correctement les transactions stratégiquement, il peut dégager de la valeur. Je vais vous donner un exemple simple. On a le front running, qui est un mauvais type de MEV. Imaginons, moi, je suis un arbitreur, donc je vois que sur Uniswap, j'ai un Ether qui est à 1050 dollars, par exemple, et sur Bancor, il est à 1000. J'achète un Ether sur Bancor à 1000, je vais sur Uniswap, je le vends 1050. Ça, c'est de la bonne MEV, c'est-à-dire que je profite de l'écart de deux prix entre deux places de marché et j'en tire un bénéfice personnel. Par contre, là, un frontrunner, un validateur, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il voit que moi, je vois cette opportunité d'arbitrage, j'achète mon Ether sur Bancor, et ben lui, il va voir que je fais cette transaction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier mes transactions, il va les mettre dans un bloc avant les miennes. Résultat, lui, il prend le bénéfice gratuit puisqu'il voit la transaction que je vais faire. C'est un profit sans risque, hein. Il voit littéralement ce que je vais faire. Donc, il le met avant. Et puis, bah, moi, je me fais niquer parce que j'achète plus cher mon Ether sur Bancor puisqu'il a déjà pris l'arbitrage avant moi. Voilà ce que c'est en fait la MEV. C'est que tu peux dégager de la valeur des blocs parce que tu as le pouvoir d'organiser les transactions dedans. Ouais, c'est ça, et le front running, c'est une très mauvaise image parce que du coup, en fait, on prend de vitesse et ils ont les infos que nous, on n'a pas et ils en profitent pour nous griller, la C'est la ça. place, effectivement. Super intéressant, merci, pour ce petit topo. Alors Avec tu plaisir. fais tu fais beaucoup de threads sur Twitter justement pour développer des aspects techniques de l'univers de la crypto-monnaie, de la blockchain, de toute cette, innovation. Ouais. Notamment un sur Cosmos qui m'intéresse forcément parce qu'on en a parlé, je suis en train d'écrire ce livre. Mais comment est-ce que tu procèdes pour réaliser de l'analyse fondamentale ou de l'analyse d'une tech, d'une crypto, d'un écosystème? Est-ce que tu as un processus qui encadre ta démarche? Ou est-ce que enfin, voilà, comment tu t'organises au quotidien pour creuser des aspects tech? Ok, je vois ta question. Alors, je vais répondre comme si très simple. C'est-à-dire que, par exemple, je vois un nouveau projet qui a l'air, on m'en parle, on dit ouais, ça a l'air intéressant. Je me dis bon, j'ai envie de creuser. Première chose que je fais, c'est que j'analyse si ça vaut le coup ou pas d'aller plus loin. Donc en général, je vais sur le site de ce projet et je lis l'entièreté de ce qu'il y a sur la page d'accueil. Mais je lis vraiment chaque mot, chaque chose. Et je regarde. Si ça me semble être potentiellement une bonne valeur ajoutée, alors là, j'hésite pas, c'est-à-dire que j'ouvre un nouvel onglet, c'est un nouveau navigateur, et je prends toute la doc possible et imaginable qui existe sur le projet, sur le site. J'ouvre toutes les pages, une par une, sans exception. Et une fois que j'ai fait ça, je complète avec une recherche Google, je prends le nom du projet et j'écris deep dive derrière. Voilà, ça, deep dive. Et je prends pareil, j'en prends une dizaine, donc ça me fait en gros une bonne vingtaine d'articles en général à lire, et je charbonne tout. Et je prends des notes en même temps que j'écris. Voilà ma démarche en fait. C'est que je prends les aspects d'un projet un par un. D'abord, je creuse l'équipe, je creuse la proposition de valeur. Si je vois qu'il y a effectivement une valeur ajoutée, bon, comment ils veulent faire pour apporter cette valeur-là? Je vais voir la tech. Et après, je creuse les tokenomics, je regarde comment fonctionne l'économie interne, est-ce que c'est sustainable sur le long terme? Avec le peu de connaissances que j'ai, j'essaie de me faire vraiment une grosse mind map un petit peu de tout ce qu'il y a autour du projet. Et puis bah voilà, après je prends ma décision quoi. Ouais, OK. C'est assez l'approche est assez simple mais efficace, si je puis dire. Et toi, du coup, la porte d'entrée, c'est vraiment le site internet et la documentation existante sur le projet. Est-ce que tu as des écosystèmes qui t'ont marqué en termes de documentation, avec des efforts faits, pour vraiment documenter, les aspects, à la fois les propositions de valeur, mais aussi surtout les aspects techniques avec je prends l'exemple de Cosmos parce que je suis dedans en ce moment, mais je sais qu'ils ont quand même
une documentation assez fournie, que ce soit pour Mmh. leur SDK, que ce soit pour, Tendermint, enfin pour tous les aspects un peu techniques, je trouve de la doc, alors en anglais, pas en français, Bien sûr. mais c'est un écosystème, je trouve, où il y a une bonne documentation. Est-ce que tu as d'autres, écosystèmes qui t'ont particulièrement marqué sur une bonne doc qui t'a permis d'avancer, à fond, très vite? Ah ouais, il y a Celestia. OK. Franchement, leur doc est top. Elle explique tout très bien et d'ailleurs, elle t'apprend plein de concepts en plus, donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Il y a Polkadot, qui a une très bonne documentation également, qu'ils mettent souvent à jour et cetera. Quel autre écosystème m'a marqué récemment? Je pourrais aller te faire ça. Il y a Lossless, je suis moins pour ça. Qu'est-ce qu'il y aurait vraiment qui soit, il y a Morpheus. Morpheus, je regarde énormément aussi en ce moment, mais c'est pas une blockchain d'infra. Mais pareil, je trouve que leur documentation est très bonne. Euh, voilà, après, grosso modo, pour l'instant, moi, ouais, Celestia et Polkadot, Ethereum, il y a énormément de documentation. Après, ça devient une machine à gaz, ça devient une usine à gaz, Ethereum, mais c'est bien documenté, je trouve, en tout cas. Oui, parce qu'il y a la documentation et puis il y a tellement de choses qui se mettent à jour enfin, qui se mettent à jour, ça prend du temps, mais il y a beaucoup de changements sur ces dernières années et sur les mois à venir sur Ethereum que c'est pas forcément évident d'avoir la doc à jour avec le nouveau modèle et puis c'est énorme. Ethereum, c'est énorme et quand tu fais une recherche comme ça sur, je dis n'importe quoi, Celestia par exemple, bon, la doc Ouais. était plutôt fournie. Ça te prend combien de temps pour, finalement creuser à l'exigence que tu t'imposes? Ça te prend quoi? On compte en jours, on compte en semaines, comment ça fonctionne? On compte en jours, parce que ma routine de travail, c'est je commence donc vers 8 heures à peu près et je travaille jusqu'à 20 heures. C'est-à-dire que je fais environ 12 heures de travail par jour et ça, je tiens ce rythme-là depuis février. Donc ça Waouh! fait, c'est énorme. Je m'impose beaucoup, mais parce que bah, on n'a pas le choix. On doit sortir de la merde, comme on dit. Donc quand on n'a pas le choix, qu'on est acculé, bah, on trouve de la ressource. Donc ouais, c'est ça en fait. Je pense que un projet pour l'analyser à, comme tu dis, mon niveau d'exigence, pour que j'ai l'impression en tout cas de l'avoir compris assez pour pouvoir en parler et être à l'aise avec le fait, pourquoi pas, d'envisager un investissement ou alors d'en discuter autour de moi. Je dirais que ça me prend entre 3 et 4 jours, mais vraiment de gros deep, parce que tu vois, il y a forcément des aspects en fait de l'écosystème qui vont être plus complexes que d'autres à comprendre et je me fixe dessus parce que j'ai besoin de savoir. Tu sais, si c'est un flou dans l'économie par exemple, je trouve que c'est trop important pour le laisser de côté et ne pas revenir dessus et prendre le temps vraiment d'assimiler les notions, quoi. Donc, ouais, je dirais 3-4 jours. 3 jours en moyenne. OK, ouais, donc c'est ça, on va dire en heures, boulot classique, ça fait une semaine, quoi. Si tu fais du Ouais, 8 ça heures fait par 30 jour, heures ça à peu fait près. une voilà, OK. C'est déjà lourd, mais effectivement, quand tu enchaînes, en plus, tu accumules vite et alors là où, à un moment donné, tu as des limites au niveau de la documentation, j'imagine que tu prends le relais un peu sur les communautés qui existent, comme ce soit sur Telegram, sur Discord ou tout ça, tu peux aussi trouver tes réponses là-dedans? Tout à fait. En fait, c'est comme je te dis, vraiment, j'associe les 2. Donc, le site avec toute la doc disponible. Mais j'aime beaucoup, en fait, c'est même, je trouve, la deuxième partie, la documentation du site, c'est un peu, je creuse la surface. Et les deep dives, c'est vraiment les gros articles médiums, tu sais, de 20 minutes là, qui sont imbuvables. Mais qu'est-ce qu'on les aime, ceux-là, quoi. Et ceux-là, c'est vraiment la compréhension un petit peu plus deep. Et si jamais après ça, j'ai effectivement des questions qui restent sans réponse, ouais, là, direct, je vais sur le Telegram, sur Discord et je pose ma question tout de suite. Ouais, ouais, puis ça te Hésitez permet aussi pas de à le faire, viser. hein, si s'il y en a là qui écoutent et tout ça, faites-le parce que franchement, en général, les communautés sont vachement keen en fait à vous répondre quand vous avez des questions comme ça. N'hésitez pas une seconde, ouais. Ouais, je suis 100 d'accord avec toi. Moi, je pose souvent des questions, bah, là, à l'étape où j'en suis, c'est-à-dire que je commence à rédiger et que j'ai encore des flous sur certains aspects techniques, j'hésite pas et les gens, ils sont super contents de répondre, ils sont agréables et au contraire, hein, quand voilà, ils sont bardés de bonnes intentions donc allez-y et ça aide vraiment beaucoup plutôt que de toujours devoir dénicher les infos, ça peut prendre beaucoup de temps. Intéressant, du coup, ta démarche. Est-ce que tu as des outils qui te simplifient, la vie au quotidien bah, voilà, pour ton tes analyses? Oh oui, alors déjà, maintenant qu'il y a ChatGPT qui est sorti là, le bot d'OpenAI, franchement, c'est incroyable. Dès que tu sais, je rédige mes textes. Et par Ouais. exemple, si j'ai besoin de faire un plan, ce genre de choses-là, il m'aide énormément. Je lui demande de me faire une liste de points et il me liste quand même une bonne liste de points. S'il y a des choses à changer, je l'ai. Mais en fait, il me sert il me sert de brouillon mental
En fait, c'est franchement ça, c'est exceptionnel, hein. Vraiment, je vous conseille vraiment d'aller le voir, ou même quand il y a une notion technique que vous n'avez pas compris en anglais ou quoi que ce soit, lui dites bon bah essaye de m'expliquer ça avec des mots français simples, donne-moi une métaphore par exemple, et il arrive toujours à trouver des super formulations. Franchement, c'est une dinguerie ça. Après, il y a Typefully, Notion qui est indispensable. Vraiment, pour moi, c'est indispensable, hein. Je l'utilise tous les jours. Quel autre outil vraiment que j'utilise au quotidien? Bah, ça va être tout ce qui va être analyse de. Par exemple, quand je fais mes analyses de projets, je vais beaucoup utiliser Bubble Map, Token Terminal pour aller regarder le revenu des projets. Je vais aller regarder Lunar Crush pour aussi savoir comment ça se passe sur les réseaux du projet. Messari, tout ça, tous ces sites-là, ouais, ils me servent énormément au quotidien. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour, la plupart des choses, notamment pour l'IA là, qui peut intéresser Ouais. pas mal de monde. Pour Notion, l'outil, c'est un outil qui peut être utilisé par énormément de gens. Est-ce que tu pourrais faire, juste nous résumer en 1 ou 2 minutes, comment toi tu t'en sers et quelle est la valeur que tu trouves à cet outil? Parce qu'en fait, cet outil peut être utilisé par toutes les personnes qui travaillent sur un ordinateur, pas forcément sur l'investissement, la crypto ou la tech. Donc si toi tu peux nous dire juste en 1 ou 2 minutes comment toi tu t'en sers, parce que c'est un outil qui est tellement puissant Ah que je pense que ouais, ça vaut le coup de vraiment. le détailler aujourd'hui. Eh ben, en 2 minutes, comment vous dire? En gros, quand vous arrivez, quand vous êtes un mec qui travaille sur son PC, comme à peu près, je pense la plupart des gens qui nous écoutent, ou pas du tout, hein, ça peut aussi. En tout cas, toi et moi, on est comme ça. Ouais. C'est-à-dire que mon lieu de travail, c'est mon PC. Et en fait, si je n'ai pas Notion, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes documents, je vais aller créer un espèce de document où je vais me répertorier tout, faire un arbre de fichiers, etc. Mais je trouve que c'est en fait ça ne segmente pas ma partie productivité. C'est-à-dire que mon cerveau a besoin d'être ancré pour qu'il soit le plus productif possible. Et dès que je me mets sur Notion, je le mets en grand écran, c'est un peu comme si mon cerveau savait qu'à partir de maintenant, il était en mode productivité travail. Donc, ce Notion, ça me permet en fait de tout organiser. C'est-à-dire que dès que j'ai des idées professionnelles, je les mets dedans. C'est-à-dire que je libère mon cerveau d'une surcharge mentale parce que toutes les idées business que j'ai, toutes les idées en fait qui peuvent être intéressantes, mais que je vais oublier si je les note pas ou que je vais avoir besoin d'y repenser, je fous tout sur Notion. Et après, j'organise tout. Par exemple, là, tous mes threads, c'est surtout Typefully qui m'aide pour ça. Mais tous les scripts avec la chaîne vidéo de l'associé, on organise tout ça sur Notion, on met direct le nom des vidéos dès qu'on en a, on les complète dessus, on a un planning où on gère les newsletters, ceci, cela. Donc en fait, vous pouvez organiser toutes les tâches que vous avez à faire de manière visuelle. Et c'est franchement un gain de temps et de charge mentale qui est mais, exceptionnel. Je vous jure, quand j'ai commencé, ça me paraissait être insignifiant. Mais là, depuis 3 mois que je l'utilise, maintenant, c'est une drogue. Je ne peux plus m'en passer. Vraiment, c'est exceptionnel comme outil, hein. Ouais, je pense qu'en fait, il met à l'amende un navigateur, enfin, un système d'exploitation comme Windows où finalement tu ouvres, séparément tous tes outils. Là, en fait, tu as la solution tout en un, sur un seul, environnement Ouais. et tu gagnes énormément de temps, quand tu es 100 sur ton PC et des gars comme nous, je pense qu'effectivement, ça fait énormément de différence. Comment tu vois le marché des cryptos dans 5 10 ans et est-ce que comment tu le vois évoluer? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois émerger ou c'est toujours un peu la question, pas évidente à répondre? Mais, est-ce que toi, tu as une petite idée de comment ça va évoluer dans les prochaines années? Moi, je pense que ce qu'on va voir, ça va être une grosse apparition de ce qu'on appelle ce qu'ils vont appeler la regular finance, donc la finance régulée en fait. Et ce qu'ils vont appeler, je pense, à voir, mais je pense sincèrement que ça va s'appeler comme ça va être un truc du style la dark finance. Je pense qu'il va y avoir une vraie dispersion sociale entre ceux qui vont être keen pour les CBDC, ceux qui vont être plutôt crypto-friendly en fait. Je dis pas qu'il va y avoir une opposition, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas. En fait, je vais toujours essayer de conserver un discours nuancé là-dessus, mais vu la direction que ça prend, par exemple, je m'intéresse de plus en plus à Monero et à me créer une identité financière, entre guillemets, qui n'est pas traçable. Enfin, il y a des choses, en fait, on est obligé de prendre des décisions parce que je pense que dans l'avenir, le marché crypto va être partout. Les gens vont l'utiliser pour tout. Vraiment, je vois la supply chain qui est en train de se faire disrupter en ce moment très fort. Le gaming, c'est une question de temps. Ce qu'on va voir avec la compte abstraction qui arrive sur Starknet, sur Zk-Sync, etc. On va pouvoir faire des multi-calls. Donc, on va plus être obligé de signer nos transactions à chaque fois qu'on fait une action.
On va pouvoir utiliser une application pendant un temps défini sans être besoin de signer quoi que ce soit. Donc le gaming, je pense que ça va vite se faire disrupter aussi. Ça va prendre son temps parce que pour l'instant les jeux ils sont merdiques, mais dans Ouais. quelques temps il y aura des vrais triple A qui vont arriver là-dessus. On a des studios de jeux vidéo qui de plus en plus arrivent. Il y a une vraie adoption de la part des institutionnels. On a pas mal de fonds d'investissement qui ont les cryptos, qui sont vraiment, ils ont des équipes spécialement réservées à ça. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce cycle-là, on peut pas, on peut pas être dans les cryptos sans reconnaître qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec les précédents, parce qu'en fait, je pense que l'écosystème aujourd'hui là a cerné toutes, mais pas toutes, mais presque en fait, on bouge les trous de la raquette. C'est-à-dire qu'on a trouvé tous les petits problèmes qu'il y avait partout, que ce soit sur la sécurité de la DeFi, les business models qui n'étaient pas du tout sustainable avec les tokens de gouvernance là, toutes ces choses-là, c'est en train d'être éliminé, ça passe à la trappe. Le fait que tout le monde se fasse liquider dans tous les sens, il y a des projets qui n'auraient rien apporté de toute façon dans 2-3 ans, qui sont déjà en train de partir maintenant. Donc, je pense qu'on est en train de... Ce qu'on voit, c'est un gros renforcement en fait des fondamentaux de l'industrie, mais pas que de Bitcoin ou que je parle de l'industrie dans sa globalité en fait. Et moi, je pense que d'ici 5 ans, on sera très heureux, toi et moi, d'avoir été ensemble en 2022, tu vois. Je pense que vraiment l'année 2022, alors il y a plein de gens qui la voient comme une année terrible. Moi, ça a été ma meilleure année de ma vie en Mmh. termes de progression, de réseau, de rencontres, et en fait, j'ai l'impression d'être au bon endroit. C'est vraiment un milieu exceptionnel et on est en train de vivre une cassure technologique qu'on vivra jamais 2 fois dans notre vie. Je pense qu'il faut jamais l'oublier ça. Moi, dans 5-10 ans, je vois les cryptos au moins, au moins autant utilisés que le système bancaire, si ce n'est plus. Ouais, d'accord. Donc plutôt un avenir positif, mais avec des Complètement. questions quand même, des enjeux auxquels il faut se poser, notamment, justement Sociaux, tout ce ouais. qui est transparence et contrôle aussi avec, la monnaie des États, ce qu'ils sont en train de mettre en place là au niveau de l'euro aussi, où il faut surveiller tout ça. Mais, Mhm. en tout cas une industrie qui va se développer et qui va vraiment prendre une ampleur au point de rivaliser avec, ouais, l'industrie financière actuelle. OK. Mais en tout cas, c'est très intéressant, ton approche et moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que 2022, alors en termes de valorisation de prix, de marché, de ce qu'on veut, effectivement, ça peut être une année pourrie pour ceux qui sont là juste pour, effectivement, pour se faire un billet. Ça, c'est clair et net. Maintenant, pour tous ceux qui sont dans l'écosystème, voilà, qui comme toi, creusent dans la tech, pour se faire un réseau, pour développer plein de choses, des opportunités à droite à gauche, c'est parfait parce qu'on sait que les gens qui sont là actuellement, ils sont là pour ça et ça, c'est agréable parce que, tu cibles déjà des bonnes personnes, c'est beaucoup plus pratique en fait, et moi j'apprécie aussi très bien cette année 2022 et en plus ça te permet de mettre en place des choses qui pourront vraiment tourner, super bien quand après ça repartira de plus belle donc écoute, je partage, ton avis et j'espère vraiment que ça va se développer aussi vite que ça mais comme je le dis dans d'autres, épisodes de podcast, moi, il y a les NFT, que ce soit sur différents écosystèmes, je vois tellement d'utilité, de use case dessus, que je ne peux pas imaginer un monde dans 5 ans sans que ça ait pu marcher. Je sais pas ou alors faut qu'il y ait Ouais. un truc qui se passe, absolument improbable, mais voilà et tout comme Bitcoin, je le vois, toujours plus fort dans 5 ans, et à s'implanter dans d'autres pays et voilà. Donc moi aussi, je suis un peu sur la même ligne que toi. Est-ce que, pour, arriver un peu au bout de cette interview, tu as des projets perso, pro ou n'importe quoi à partager à l'audience? Tu as vraiment un temps libre là, on peut échanger pendant, 5-10 minutes si tu veux. Enfin voilà, tu as du temps à louer là pour, partager quelque Super. chose si tu veux. Je vais juste en profiter pour, si on a 5 minutes, du coup, pour revenir sur un tout petit truc que tu as dit avant. Je pense que euh, on est tous quelque part aussi ici pour financièrement nous en sortir. Que ce soit en étant des bons traders, que ce soit en étant des bons investisseurs, que ce soit en créant des projets, mais on cherche tous à avoir une stabilité financière, je pense. Et de mon point de vue, se renseigner sur la tech, c'est justement un moyen d'être capable de capter en fait en avance les tendances technologiques potentielles de futur. Et c'est ça en fait, faut regarder où vont les capitaux. Les capitaux vont vers les cassures technologiques en général. Je suis pas du tout économie, je suis pas du tout quoi que ce soit, mais de ce que j'ai pu moi me renseigner depuis que je suis dans cet écosystème, ce que je vois c'est que les capitaux vont vers les cassures technologiques, vers ce qui rend le secteur plus sain en général. Pas forcément, on l'a vu avec FTX, il y a des gens qui arrivent à créer des flux un peu dégueulasses, mais en général, c'est là que ça va. Et donc, je pense que, enfin, moi, ce que j'essaye de transmettre à tout le monde, c'est
dans cet écosystème, si vous voulez vous en sortir, essayez d'abord d'apporter de la valeur avant d'en reprendre. Parce que si, dès l'instant qu'on veut reprendre de la valeur à quelque chose, c'est pas du vol, mais c'est de l'opportunisme. Alors oui, il faut être opportuniste dans la vie, mais quand on veut récupérer quelque chose, il faut essayer de donner un petit peu en avance. Parce que si tu fais que récupérer tout le temps, bah, enfin, la balance, elle n'est pas complète. Tu vois, il manque l'autre côté en fait de cette transaction. C'est pas possible. Donc, essayez de toujours vous demander comment vous pouvez apporter de la valeur à l'écosystème. Si c'est pas en créant quelque chose, bah, vous pouvez juste allouer votre capital sur les projets qui vont renforcer l'industrie, plutôt que d'aller vous faire chier sur les shitcoins, ce genre de choses-là. Mais après, voilà, c'était le petit message que j'envoie. Et puis, bah, pour les projets perso, je ne suis pas tout seul dans mon aventure. Je suis loin Ouais. d'être tout seul dans mon aventure. Je suis avec un associé parce que bah, quand j'ai quitté mon usine, etc., mon objectif c'était à la base, j'ai quitté donc mon taf du jour au lendemain. J'en pouvais plus. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit stop, j'arrête tout aujourd'hui. J'ai appelé mon proprio, je lui ai dit que je partais de la maison dans 2 semaines. J'ai pris toutes mes économies, je les ai foutues dans une formation pour être closer à la base. Donc le Alors closer, closer, tu peux dire ce que c'est? ouais, grosso modo, toi par exemple, t'es un YouTuber qui vend n'importe quoi, hein, des formations sur comment devenir le meilleur planteur de citrouilles de la Terre. Eh ben, si tu as cette formation-là et que tu es quelqu'un de très busy, de t'occuper, il y a des gens qui vont t'appeler, tu as mis en place un tunnel de vente, etc. Et donc, à la fin, tu as potentiellement l'appel de réservation avec un conseiller. Moi, j'aurais été cette personne-là qui aurait essayé de voir si les besoins de la personne matchent avec la formation que tu lui proposes. Et si c'est le cas, faire en sorte de la convertir en client. Voilà. Et en fait, je voulais faire ça pour me rapprocher justement des influenceurs crypto, des youtubeurs qui me plaisent. Maintenant, moi, personnellement, de mon côté, c'est sûr qu'à terme, j'ai plein de projets que j'ai écrits sur des pages blanches et sur mon Notion. Mais pour l'instant, rien de suffisamment concret pour le donner là, comme ça. Je dois encore, déjà, augmenter ma street cred, augmenter mes compétences. Et une fois que j'aurai un petit peu plus de réseau et de compétences, je pourrais mettre en place un projet suffisamment solide pour être assez fier d'en parler en public. Voilà. Eh bien, merci Architecte pour cette interview, c'était un vrai plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on en finisse? Ok, merci Thibaut. Merci beaucoup pour m'avoir invité. J'ai été très content de passer cette interview avec toi. Et puis, pareil pour toi. Si tu as des questions sur Atom, n'hésite pas à revenir vers moi. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, bonne continuation et salut à toute l'audience. Salut.